On débute cet épisode avec un mot de notre sponsor. Linkaway.co, c'est un SaaS pour les publishers par un publisher. Michael Marek est le fondateur du groupe Grenadia qui utilise massivement l'affiliation pour la monétisation de ses médias. En se développant, il s'est rendu compte que beaucoup de e-commerçants ne sont pas prêts, n'ont pas le temps ou tout simplement n'ont pas le budget ou encore les connaissances techniques pour lancer un programme d'affiliation. Il a donc créé en interne un outil qui permet de créer des campagnes au CPC très simplement et très rapidement pour travailler avec tous les types d'annonceurs. Pour les médias, c'est l'occasion de développer une nouvelle source de revenus. Et pour les annonceurs, ça permet d'obtenir du trafic ultra qualifié au CPC. Aujourd'hui, cet outil est disponible pour tous les éditeurs, c'est linkaway.co. Et en tant que sponsor de Mediamoula, Michael offre 1 heure de consulting Content Commerce pour chaque demande de démo de son outil. Des médias prestigieux comme Topito, Le Point, Very Good Lord ou encore Le Démotivateur utilisent déjà Linkaway pour monétiser leurs audiences. Direction linkaway.co, linkaway.co pour en savoir plus et remplir le formulaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma discussion avec Michael Marek dans l'épisode numéro 7 du podcast. Et maintenant, l'épisode du jour. Aujourd'hui sur Mediamoula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de notifications push. J'ai le plaisir de recevoir Antoine Orion de HotPush. Salut Antoine, comment vas-tu ? Salut Renan, très bien et toi? Super, merci beaucoup. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Avec Alors plaisir. Antoine, la question pour commencer, qui es-tu ? Que fais-tu ? Ouais, donc je m'appelle Antoine, je suis le cofondateur de AdPush, donc société de notification WebPush et monétisation WebPush. On est une petite équipe de 8 personnes basée à Lisbonne et on est en activité depuis fin 2021 avec à peu près 1500 sites clients chez nous. Mhm. Bon, je pense que l'audience est familière avec les push notifications, mais peut-être pour les quelques auditeurs qui ne sont pas trop au fait de ce concept, qu'est-ce que c'est la notification push, très simplement ? Ouais, très simplement, la notification web push, c'est une manière donc de collecter et de fidéliser donc les lecteurs sur son site. Je pense que vous l'avez tous vu sur la plupart des sites aujourd'hui. Vous avez la possibilité de vous abonner aux notifications web push. Alors, c'est pas les mêmes notifications qu'une application mobile, même si ça ressemble très fort. Celles-ci sont gérées par le site en question. Et donc, le gros avantage pour l'éditeur, c'est d'avoir en fait en quelque sorte un moyen de pouvoir aller euh, rediscuter et envoyer du contenu avec les utilisateurs qui ont quitté le site. On le sait tous, le trafic SEO, c'est compliqué à trouver, c'est compliqué à avoir du volume. Et donc, une fois qu'on a 80 ou 90% des internautes qui quittent la page après quelques minutes, eh ben, il y a quand même un gros enjeu dans retrouver et fidéliser cette audience. Alors, on a beaucoup parlé des emails, mais bon, depuis quelques années, c'est quand même un modèle qui a bien diminué. On a moins tendance à donner nos adresses email et c'est de plus en plus difficile de recevoir des newsletters pertinentes. Donc les notifications web push, c'est quand même une bonne alternative à ça. Et ça permet en plus de débloquer un canal de monétisation qui est intéressant, on en parlera par la suite. Exactement, on va en parler de ce double aspect de la notification push, de la push notification. Comment t'es venu l'idée parce que c'est quelque chose qui existe déjà, donc pourquoi un nouvel acteur et si tu peux nous expliquer la genèse de HotPush, du projet. Ouais, ouais, totalement. Alors nous, on a commencé avec une autre société à la base, qui était une société c'était une newsletter qui distribuait des bons plans de vol. Donc ça s'appelait Opu Flight Hacking et en gros c'était un peu une newsletter où tu pouvais simplement définir ton aéroport le plus proche de départ. Et nous, on s'engageait à t'envoyer 2 à 3 fois par semaine des emails avec des bons plans de vol. Quand on dit bons plans, c'était vraiment des prix assez cassés. Par exemple, Paris, Martinique pour 200 euros aller-retour. C'était un peu tous les bons plans qu'il y avait pré-Covid. Donc on avait lancé ça et puis avec le Covid on a dû arrêter. Fatalement c'est un marché qui s'est effondré du jour au lendemain et on a eu la chance d'être associé avec quelqu'un qui était déjà actif dans le milieu d'édition, Vincent Van de Gans, qui est le troisième fondateur de Outpush, Jorge Yedro qui est le deuxième ou le premier ou le troisième, peu importe. Mais donc voilà, lui était déjà actif dans l'édition de site. Il avait déjà un beau portfolio à disposition et lui avait quand même un gros enjeu de trouver des nouvelles manières de fidéliser ses internautes, principalement venant de trafic SEO. Et après quelques tests, on s'est vraiment rendu compte que les notifications web push étaient un moyen très puissant pour capturer des visiteurs et les convertir en abonnés, avec un taux d'opt-in entre à l'époque
presque 10%. Ça a quand même pas mal diminué aujourd'hui, mais ça reste pertinent. On s'est vite dit, bon, ben, il y a un potentiel là en dessous. On a testé beaucoup de plateformes payantes, principalement sous forme d'abonnement ou de paiement par utilisateur. Et on a trouvé que c'était très cher. On a trouvé que c'était très cher par rapport aux gains directement pour l'éditeur. C'est vrai que sur plusieurs mois, tu peux potentiellement aller chercher plusieurs milliers de clics sur tes campagnes. Mais bon, payer un abonnement à 1000 $ ou 2000 $ pendant 6 mois avant de commencer vraiment à avoir les bénéfices, c'est assez long et c'est assez coûteux. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, nous, on s'est dit, bon, il doit y avoir un moyen plus intelligent de le faire et à moindre coût. Et c'est là on a découvert, on va dire, la mauvaise phase des notifications web push, qui étaient les acteurs présents sur le marché qui faisaient déjà de la monétisation. Et eux, en fait, leur promesse est complètement différente dans le sens où eux, ils vont pas, ils te laissent pas envoyer des propres campagnes à tes abonnés, mais c'est juste, voilà, nous, on va collecter des abonnés et on va envoyer de la publicité dessus et tu vas gagner de l'argent. Et souvent, ces publicités sont de mauvaise qualité, sur des thématiques qu'on veut pas forcément avoir. On veut pas forcément avoir des thématiques adultes ou gambling sur un site de cuisine qu'on édite depuis 10 ans. Donc on s'est dit bon, ça c'est pas forcément en ligne avec ce qu'on veut. Mais par contre, il y a probablement moyen de trouver un juste milieu entre une plateforme qui permet à l'éditeur d'envoyer ses propres notifications et aussi de monétiser. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé avec l'idée d'un push, de se dire bon voilà, on va fortement limiter la fréquence d'envoi publicitaire, donc on va laisser ça au strict minimum, et on va laisser l'éditeur utiliser la plateforme gratuitement. Et donc grâce à cette proposition de valeur, qui est à la fois plateforme push gratuite et illimitée, donc gain sur un abonnement, et d'un autre, un nouveau canal de monétisation avec des publicités qui sont beaucoup plus, on va dire, généralistes, donc la publicité programmatique principalement fournie par des acteurs comme Criteo, Equative, etc. Donc avec une qualité qui est quand même, on va dire, en ligne avec la publicité programmatique de n'importe quel éditeur sur le site, notamment AdSense. Là, on a une proposition de valeur qui est intéressante. Donc, on a commencé à tester sur nos propres sites et puis rapidement, on a fait de la prospection et puis ça a pris de l'ampleur. Donc vous travaillez, vous n'êtes pas une régie, vous sous-traitez la partie annonceur, en gros, à d'autres régies. Ouais, exactement, c'est ça. Donc la plateforme n'est pas ouverte aux annonceurs en direct. Mhm. On se focalise nous vraiment sur on va dire à la fois sur la partie produit, donc qui est le fait de pouvoir envoyer ses propres notifications push et collecter des abonnés, Mhm. et puis la mise en relation avec des annonceurs, avec des SSPs qui eux vont enchérir et offrir le meilleur prix. Et c'est notre rôle d'envoyer la push qui va être la plus intéressante pour l'éditeur et fatalement pour nous vu qu'on travaille sur un modèle de partage de revenus. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de l'annonceur typique et du publisher typique qui travaille avec vous? Juste pour donner peut-être un persona ou une idée à notre audience, Ouais, des personnes qui clairement. utilisent votre solution. J'aime bien utiliser les exemples des sites de cuisine. Mhm. C'est des sites que n'importe qui peut utiliser, visiter une fois ou plus jamais. Donc, c'est des sites à fort trafic non récurrent, on va dire. Donc, vraiment du pur trafic SEO. Donc, eux, ils ont un gros enjeu pour capturer des visiteurs et les transformer en abonnés. Un site typique, par exemple, c'est chefsimon.com. Ouais, ouais. Et donc, vous travaillez plutôt avec des éditeurs premium, dans le sens où qui ont déjà un certain niveau de trafic. J'imagine que vous évitez également certaines thématiques. Vous voulez éviter côté annonceur. J'imagine que publisher, vous évitez également de travailler avec des sites de gambling ou de paris, de choses comme ça. Ouais, exactement. Parce qu'on est quand même assez contraint par nos contrats et nos engagements envers les annonceurs. Donc, eux ont toujours leur mot à dire sur la source de trafic. Donc, par exemple, si même nous, on venait à accepter un site, on va dire, sur la thématique adulte et qu'on l'envoie à un de nos partenaires publicitaires, Hmm, eux vont le refuser. d'accord. Donc, on est en quelque sorte contraint par on va dire, le positionnement qu'on a pris sur le marché qui nous va très très bien. Donc, oui, on travaille avec des éditeurs, on va dire, premium. Et en termes de trafic, c'est au-delà d'à peu près 50 000 visites par mois, à peu près. Et D'accord. ça va jusqu'à 10 millions, 15 millions, 20 millions, ça dépend un peu Mhm. des clients. Et votre business model, donc du coup, je suis publisher, je ne paye pas la solution. Comment vous vous rémunérez? Ouais, exactement. Donc l'accès à la plateforme est entièrement gratuit et il n'y a pas de limite à la fois sur le nombre d'abonnés qu'on collecte
et sur le nombre de push qu'on envoie. Alors attention, quand je parle de nombre de push qu'on envoie, on met en garde quand même les éditeurs là-dessus parce que on a eu dans le passé des éditeurs qui ont envoyé des centaines de push par jour par utilisateur, ce qui est quand même assez abusif, mais ça reste des cas très rares. Donc sur cette partie-là, c'est complètement illimité. On a à la fois un dashboard qui permet à l'éditeur d'envoyer les campagnes, on va dire manuellement, et on a un API aussi qui est ouvert, qui permet à l'éditeur alors d'automatiser toutes ces campagnes. En termes de revenus, donc c'est une rémunération qui est basée sur le clic. Donc à chaque fois qu'une push publicitaire est envoyée par un push au nom de l'éditeur, avec une fréquence qui est définie entre nous et l'éditeur, typiquement on est entre 2 push par jour et 6 push par jour. À chaque fois qu'un utilisateur clique, il y a une rémunération donc CPC qui est déclenchée sur lequel nous on prend une commission. Et la commission varie en fonction du trafic. On est typiquement sur une commission de base à 40%. Et ensuite, on descend jusqu'à entre 25 et 30% en fonction du trafic et de l'engagement et du volume de l'éditeur. Tu as parlé de ton équipe, du nombre de publishers avec qui vous travaillez. Est-ce que tu peux nous donner un volume d'affaires, peut-être sur cette année, sur l'année dernière, pour, pour avoir une vision un peu plus globale de votre business? Ouais, alors en termes de volume d'affaires, depuis le début de l'activité, depuis Outpush, on va être pas loin des 10 millions d'euros générés Mhm. pour les Ok, éditeurs. très bien. Et j'aime souvent aussi mentionner on n'est pas loin des quelques millions d'euros d'abonnements web push économisés aussi pour ces éditeurs. Ouais, Donc il n'y a pas que les j'imagine. revenus. J'aime souvent, je reçois souvent du feedback qui me plaît beaucoup parce qu'il prouve que notre positionnement sur le marché est bon et qu'il a du potentiel. C'est Antoine, c'est génial les 2 000 $ que je gagne chez vous par mois, mais ce qui est encore mieux, c'est les 3 000 $ que je dois plus dépenser dans une plateforme Hmm. push. Et ça Et fait ça, plaisir. ce positionnement, il est unique. Vous êtes le seul aujourd'hui à proposer ce positionnement. Il est assez unique dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il y a quelques acteurs en Asie qui le font, très peu en Amérique latine, voire pas, surtout au niveau de la monétisation. Et si je compare à monétisation égale en termes de qualité et plateforme, en France, on a un concurrent qui s'appelle Adrenaline, qui lui est sur un segment assez similaire. Et de ce que je pense, de ce que j'ai eu comme écho, ils sont plutôt sur les gros groupes médias. D'accord. Donc, nous, on a plutôt tendance à agréger des éditeurs de plus petite taille. Mhm. Donc, comme j'ai dit, entre 50 000 visites par mois et 2 millions, ça, c'est plutôt notre créneau. Ouais. On aime bien travailler avec des éditeurs indépendants, des petites entreprises. Ça, Mhm. c'est ce qui nous fait le plus plaisir, surtout d'avoir le contact quotidien. C'est vrai qu'on n'est pas une grosse équipe. Comme j'ai dit, on est que 8, dont avec trois fondateurs. Ils sont 4-5 dans l'équipe commerciale et puis ensuite quelques personnes sur la partie tech. Mais on n'a pas aujourd'hui la possibilité comment dire, de faire du business avec des gros groupes médias Mhm. qui prennent beaucoup de ressources, qui veulent beaucoup de développement customisé et au final on a 4 ou 5 points de contact dans chaque groupe média et ça prend Mhm. beaucoup plus de temps que d'avoir affaire avec un éditeur qui a par exemple une dizaine de sites. Ça nous convient beaucoup mieux comme type de relation en tout cas. Et donc, vous offrez un accompagnement également à ces éditeurs pour les aider à optimiser leur stratégie push. Ouais, complètement. Alors sur la partie monétisation, tout ça est fait en interne, donc l'éditeur a absolument rien à faire pour commencer à monétiser, sauf définir la fréquence d'envoi et dire ok, pendant quelques semaines on envoie plus, quelques semaines on envoie moins, mais à part ça il n'y a rien. Tout est fait vraiment en interne. Pour la partie éditoriale, on est toujours dispo. Ça, c'est un des gros avantages, je pense, chez Outpush par rapport à d'autres plateformes. C'est que chaque personne qui va contacter un éditeur va rester account manager. Donc, tu passes pas d'une équipe à une autre parce que tu es client ou client depuis un an. Tu vas toujours parler avec la même personne. Et donc, on est vraiment ouvert, quoi. Donc, on reçoit tout type de demandes, questions. On essaie d'aider au maximum. On peut pas faire des miracles. Parfois, quand le trafic diminue, quand la monétisation diminue sur d'autres régies, ben, nous, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Mais sur la partie push, on est toujours dispo pour aider et donner des conseils, ouais. Très cool.
Je crois que tu as préparé une présentation parce qu'on arrive sur la partie justement de comment ça fonctionne. Donc les deux applications, l'application publicitaire et l'application, je suis un éditeur et je vais envoyer des notifications à ma base pour les avertir peut-être qu'il y a un nouvel article ou quelque chose de spécial sur mon site. Est-ce que tu veux lancer le partage d'écran pour nous expliquer tout ça? Ouais, carrément, je vais partager ça. Alors, donc là, tu devrais voir mon écran, je pense. C'est bon. C'est bon? Alors, Ouais. juste pour revenir sur notre... avant qu'on ait dans cette partie Mhm. technique, je voulais juste refaire un petit point sur les différences principales entre nous et les autres plateformes push. Ouais. Euh, j'ai pris des exemples de plateformes qui sont assez connues dans leur segment. La première étant OneSignal, qui, elle, est vraiment une plateforme purement CRM. Donc, c'est une plateforme qui permet de collecter des abonnés web push et de envoyer des campagnes. Mhm. Donc, ils sont très bons sur tout ce qui est outils de segmentation avancés, etc. Mais eux n'offrent pas de monétisation et ils sont payants. Donc, ça veut dire que plus la base grandit, plus l'abonnement est cher. Ensuite, on a ce que j'expliquais avant en introduction de cet appel, c'est toutes les plateformes qui ne font que de la monétisation et qui permettent pas à l'éditeur d'envoyer ses propres campagnes. Et un des leaders sur le marché, c'est Propeller Ads. Il y en a plein d'autres, mais en gros, on va dire que eux, leur positionnement, c'est de maximiser les revenus par abonné. Et donc, ça va forcément par des publicités qui ont une qualité qui est selon nous pas acceptable pour la plupart des éditeurs, comme le casino, le contenu adulte, etc. Et donc, ça a quand même un impact assez négatif sur le site parce que l'utilisateur qui s'est abonné pour recevoir votre propre contenu va recevoir des publicités qui sont quand même assez méchantes. On parle souvent avec des éditeurs qui travaillent avec ces plateformes et qui nous disent c'est infernal le nombre d'emails qu'on reçoit d'utilisateurs qui sont bloqués dans des abonnements, des personnes âgées qui prennent des abonnements, qui savent plus s'en débarrasser et qui parfois se retrouvent à payer 200, 300, 500 euros par mois. Ça, pour nous, c'est absolument inacceptable comme monétisation sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'Outpush est né. Donc, vraiment, entre un positionnement entre le CRM et la monétisation, avec une monétisation qui est de qualité, principalement programmatique. La seule contrainte qu'on a, c'est que il nous faut un volume donc de trafic minimum. Et là, aujourd'hui, la barrière à l'entrée est de 50 000 visiteurs par mois. Très clair. Alors, à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble Outpush sur un site éditeur? Donc, je pense que vous l'avez déjà tous vu. C'est ça, donc on est sur Chrome, on est sur un site hongrois, et on voit donc que Chrome propose à l'utilisateur de s'abonner, ou donc tu as la possibilité de bloquer ou d'accepter les pushs. Et donc, à partir de ce moment-là, l'éditeur collecte un abonné et il fait partie donc de la base, qui va pouvoir donc envoyer ses propres pushs et un push va pouvoir envoyer de la publicité. En termes de push, à quoi ça ressemble une push en mobile et sur desktop? Donc là, on est sur un Android. Donc sur mobile, iOS n'est pas compatible. Donc on va uniquement capturer du trafic mobile, principalement venant d'Android. Et donc, vous pouvez voir ici, c'est relativement simple. Ça ressemble très fort à une push d'une application mobile. Donc, on a un titre, on a une description et ensuite on a une image. Donc, à chaque fois que l'utilisateur clique sur la pub, il est directement redirigé vers l'annonceur. Et enfin, je voulais juste faire donc un petit résumé des différents pays, mais ça, je pense, Ronan, qu'on va faire par la suite. On remettra Ouais. le On partage d'écran. l'abordera effectivement Voilà. sur la fin du podcast avec des belles opportunités justement. Et spoiler, c'est peut-être pas sur la France qui a les meilleures opportunités d'après nos discussions précédentes. Écoute, c'est très clair. Donc deux applications sur Outpush, l'application publicitaire pour les éditeurs et l'application édito pour pousser son propre contenu. Est-ce qu'il y a d'autres applications que vous souhaiteriez développer, qui sont possibles ou qui sont dans les cartons, dans des projets à venir? Oui et non. C'est toujours l'éternelle question de qu'est-ce que tu développes en plus, qu'est-ce que tu priorises pas. Nous, chez Outpush, je pense qu'une des raisons pour laquelle en quelque sorte, on a réussi, bon, on n'a pas levé de fonds, donc tout a été bootstrappé, donc on est quand même content de la progression et du nombre d'éditeurs qui nous font confiance et du volume d'affaires. Je pense qu'on doit ça en partie à notre simplicité
et au fait qu'on est resté très simple tant au niveau du produit que notre stratégie. On n'a jamais voulu trop se diversifier, se lancer dans des tests et partir dans tous les sens. Et ça, je pense, que c'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment beaucoup aidé. Et Mhm. c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, avec un peu de recul, avec 4 ans dans le métier, on se dit bon, c'est de plus en plus tentant de lancer autre chose, potentiellement un autre placement publicitaire ou d'innover sur la push. Mais d'un autre côté, je me rappelle aussi de pourquoi on est arrivé ici et de pourquoi c'est important de rester simple. Donc, pour les 6 prochains mois, on n'a pas de grosses features, on n'a pas de grosses annonces à faire. Et voilà, nous, on se focalise sur maximiser les revenus pour les éditeurs et de faire grandir la communauté en attirant de nouveaux éditeurs dans de nouveaux pays. Parce que finalement, ouais, c'est ça votre challenge aujourd'hui, c'est plutôt le la croissance du business vient plutôt par le côté supply, donc supply c'est-à-dire les éditeurs, que le côté demande, c'est-à-dire annonceurs, puisque vous êtes plugué avec des Criteo, etc. Eux, ils ont pléthore d'annonceurs, j'imagine, à disposition. Donc vos efforts de bizdev, c'est vraiment aller chercher des nouveaux publishers. Ouais, exactement. Tout est le challenge est là complètement. On a quand même des discussions avec des nouveaux SSP, donc avec des nouvelles sources de pub. Mhm. On va dire que comme c'est pas forcément là où pour la boîte, pour Outpush, c'est pas là où on a le plus gros levier de croissance à aller activer. C'est clairement encore sur la partie éditeur, comme tu l'as dit. Les acteurs comme Criteo, c'est des sociétés qui font, si je me trompe pas, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. C'est des mastodontes. Ils ont des équipes commerciales qui peuvent aller chercher des budgets agences, annonceurs en direct sur tous les marchés. Donc, tu vois, nous, quand on tombe sur un éditeur, sur un marché qu'on ne connaît pas, parfois on est vraiment sidéré de voir à quel point la couverture publicitaire est bonne et qu'elle est suffisante. Donc, on se dit à quoi bon mettre tout l'effort sur cette partie-là, alors que clairement, il y a beaucoup de marchés encore à aller chercher, beaucoup d'autres éditeurs à convaincre. Je pense qu'il y a quand même un gros enjeu autour de la push, de démystifier un peu tout ce qui est surtout monétisation push, qui a été quand même Mhm. bien pourri par tous les gros acteurs qui ont un peu abusé du marché en envoyant 24 push par jour pour du Viagra. Donc il faut quand même, quand on parle à un éditeur qui a eu une mauvaise expérience avant, il faut quand même lui expliquer pourquoi on est différent et il faut créer une relation de confiance. Donc c'est un peu là l'enjeu aujourd'hui. Ça tombe bien que tu en parles parce que je t'avoue que quand on a commencé à discuter et que j'ai découvert ta solution, j'avais pas la meilleure image des push quoi. Je me suis dit c'est le truc que je clique en accidentel. Après je reçois des trucs, je sais plus du tout d'où ça vient, etc. Et je trouve que c'est assez formidable justement cet effort de transparence et de ramener un peu de qualité, enfin même beaucoup de qualité à ces secteurs parce que je vois les applications et ça a l'air quand même assez bah, c'est pertinent quoi, à la fois côté éditeur et côté annonceur. Et justement, pour appuyer ce point, est-ce que tu peux nous donner peut-être un cas d'école que tu aimes bien partager d'un éditeur avec des résultats qu'il a eu, et peut-être un éditeur encore mieux si cet éditeur était peut-être pas très chaud pour tester votre solution, et puis après il s'est dit ah bah tiens j'ai bien fait de l'essayer. Ouais, clairement. On en a beaucoup des comme ça. Je pense que le parcours classique, c'est l'éditeur qui s'abonne à une solution payante type One Signal et qui, après quelques mois, se rend compte que le prix de l'abonnement est vraiment trop élevé par rapport à son utilisation, qui ensuite tombe sur une plateforme de push qui lui promet en fait de faire tout l'inverse, au lieu de payer, de gagner de l'argent. Et là, l'éditeur est dégoûté par la qualité publicitaire. Et puis ensuite, il tombe sur nous avec un petit email qui lui explique que bon, il existe un bon juste milieu. Et c'est là où c'est le plus dur pour nous parce qu'il a eu deux, en quelque sorte, Hmm. mauvaises expériences. On le convainc et puis une fois il est chez nous, il est content. Chez Outpush, depuis qu'on a commencé, on a perdu très peu d'éditeurs. Ceux qu'on a vraiment perdus, ce sont des éditeurs qui ont arrêté le métier, qui étaient sur des niches à très fort trafic, ces niches qui ont disparu ou qui sont tout simplement des sites qui ont été vendus, qui sont tombés. C'est plutôt comme ça qu'on a perdu des clients. On a eu, je pense qu'on doit les compter sur les doigts d'une main, 3 ou 4 clients qui nous ont vraiment dit, écoute, Antoine, la partie monétisation, pour moi, elle me convient pas parce qu'elle rapporte pas tant que ça par rapport à mes autres revenus.
Et là, je note, c'est principalement des sites sur des thématiques qui sont très très précises, avec du trafic assez faible, donc sur des thématiques d'affiliation qui rapportent énormément, où en fait, ça vaut pas du tout le coup de monétiser avec les pushs. Je prends l'exemple d'un site que j'ai en tête qui je pense, avait 200 000 visites par mois et qui générait peut-être 25K par mois en chiffre d'affaires en affiliation, qui me dit Antoine, la, la, la solution est top, mais les 300, les 400 euros ou les 500 euros que je gagne en push, c'est dérisoire par rapport à mon CA global. Mais en plus de ça, je peux payer, tu vois, un abonnement où il n'y a pas de publicité. Et donc, sur ce type-là, c'est des cas très rares, hein, des gars qui font 25K avec 200 000 sessions par mois. On veut tous être cet éditeur. Mais dans ce cas-là précis, voilà, ça n'a pas marché. Mais sinon, pour la plupart, on arrive toujours après une déception. Et donc, fatalement, quand l'éditeur comprend qu'il y a un juste milieu entre payer un abonnement et monétiser, alors là, il reste avec nous, quoi. Il est content. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous décrire justement ce qui a tendance à fonctionner, ce qui a tendance au contraire à ne pas fonctionner en termes de stratégie push pour les éditeurs? Là, tu as donné le cas d'un exemple, mais qui est assez atypique. Mais en règle générale, qu'est-ce que tu vois chez les éditeurs avec qui vous travaillez en tant que bonne pratique et peut-être les choses à éviter? Ouais. Alors, ce qu'on voit souvent, qui est vraiment évité, et je pense que c'est la faute des gros acteurs qui proposent des abonnements avec des plugins, c'est qu'ils permettent une forme d'automatisation qui est basée soit sur un plugin ou un flux RSS, où le titre et la description de la push va être récupéré dans le titre simplement SEO de l'article et sa description, qui est beaucoup trop long pour une push et qui est pas adapté. Quand on regarde le titre d'un article, c'est beaucoup plus long qu'une titre d'une push, parce que la plupart des pushs sont délivrés sur du mobile. On parle de 30-40 caractères, même pas visibles. Donc il faut rester très concis, très court. Et ce sont les deux seules choses que vous pouvez faire pour aller chercher un clic. Si vous n'avez pas travaillé votre titre et votre description, vous pouvez oublier un bon taux de clic. Aujourd'hui, un bon taux de clic en push, on parle de 2 à 3%. Et un mauvais taux de clic, on est en dessous de 0,75, 0,5%. Donc, je vois beaucoup d'éditeurs qui stagnent en dessous de 0,5, tout simplement parce qu'ils font pas d'efforts pour aller tweaker un peu les titres et les descriptions. Là, je pense qu'on peut vraiment les aider avec notre API. Donc là, il y a moyen de faire en sorte de récupérer ces informations sur l'article et de les transformer en titre et description push, vraiment quelque chose qui va parler à l'utilisateur, quoi. Si le message est trop long et qu'on comprend pas, on va pas cliquer. Donc je pense qu'il y a une forme de paresse à ce niveau-là qui est dommage parce que bon, en push, on peut aller chercher beaucoup de clics. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, quitte à le faire manuellement au début. Moi, je recommande vraiment à beaucoup d'éditeurs au début de pas tout de suite vouloir tout automatiser, mais vraiment essayer de comprendre un peu ce qui marche pas. Mettez un emoji, mettez pas d'emoji, mettez une image, pas d'image. Enfin, il y a 10 000 trucs à tester et c'est vraiment assez unique par site. Donc ça, c'est une des premières best practices que j'aimerais quand même partager. Et puis la seconde, qui est vraiment pour moi évidente, mais qui est pas forcément évidente pour les éditeurs, c'est faites attention à la fréquence d'envoi. Si vous avez une thématique qui est basée sur des résultats de foot et que vous êtes en pleine Coupe du Monde, ok, envoyez 15, 20 push par jour avec les résultats des matchs, ça va faire plaisir à tout le monde. Mais si vous êtes sur une thématique, on va dire cuisine, vous n'avez pas besoin d'envoyer 15 ou 20 recettes par jour. Euh, il faut s'adapter à son audience et il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Ça, je pense, que c'est important. En ce qui concerne donc les optimisations, tu viens de parler de l'optimisation de la push, de la notification en elle-même. Mais tout à l'heure, quand tu partageais l'écran, on voyait également ce que j'appelle avant de recevoir les push, tu dois accepter en tant qu'internaute de recevoir des notifications de ce site. Est-ce que ça c'est configurable également ou c'est quelque chose sur Chrome, sur les navigateurs qui est standard et tu peux pas parce que ça donne pas trop envie, tu vois, c'est juste souhaitez-vous accepter je sais plus exactement le wording mais souhaitez-vous Ouais. accepter des notifications. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut être optimisé par les éditeurs? Alors oui et non. On a fait beaucoup de tests là-dessus au début. Et c'est vrai que le navigateur a tendance à définir un peu ses règles, à quoi ressemble la fenêtre,
Et on trouve qu'in fine, c'est plutôt une bonne chose dans le sens où ça reste assez discret. Donc Mhm. ça veut dire que la personne qui va s'abonner, on va pouvoir présumer que ça va être quelqu'un qui va être intéressé par le contenu du site et donc qui va cliquer. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui s'abonnent par erreur, comme dans tout. Mais la seule chose qu'on va dire qu'on peut faire et que certains acteurs proposent, c'est d'avoir une pop-up qui arrive à un moment T après le chargement de la page. Ça pourrait être 10 secondes, 50 secondes ou après la deuxième page visitée, peu importe. Et cette pop-up ensuite permet donc à l'utilisateur de s'abonner, mais c'est 2 clics. Et c'est là où en fait ça fait aucun sens, c'est que l'utilisateur pense qu'il s'est abonné au push en cliquant sur la pop-up du site, de l'éditeur, mais ensuite il doit quand même s'abonner sur la pop-up du D'accord. navigateur. Et donc ça crée une confusion qui est assez énorme et donc on a laissé tomber ce modèle. D'autant plus que depuis 2 ans, Chrome est de plus en plus vigilant par rapport à l'engagement des utilisateurs. Ça veut dire qu'il désabonne beaucoup d'utilisateurs basés sur leur activité. Donc si l'utilisateur n'a pas cliqué sur une push pendant... on ne connaît pas les règles exactes, mais s'il y a un taux d'engagement qui est faible, Chrome va avoir tendance à désabonner l'utilisateur et donc de ne plus laisser le site ou tous les sites sur lesquels il s'est abonné lui envoyer des notifications. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose in fine. D'accord, très bien. Tu parlais tout à l'heure d'un site d'affiliation. Je sais que beaucoup des auditeurs du podcast font partie également des plateformes, travaillent pour des plateformes où sont des affiliés. Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place au lieu de rediriger vers un site, un article, par exemple une recette dont tu parlais tout à l'heure, ou faire de la pub? Il n'y a pas une possibilité, restons sur un site de cuisine, de dire bah, c'est le Black Friday, il y a un super deal sur cet appareil pour un Cookéo ou que sais-je, un accessoire de cuisine, direct avec un lien traqué d'affiliation qui redirige vers l'annonceur. Et là, au lieu de... Enfin oui, ça va directement vers l'annonceur, mais c'est toi qui maîtrises le tracking. Est-ce que c'est sur des choses qui sont possibles et... Tout à fait. Après, l'éditeur, il a vraiment le choix d'envoyer ce qu'il veut dans ses campagnes. Donc, D'accord. nous, on n'effectue pas un contrôle là-dessus. Donc, si tu as un site de cuisine et que tu as un deal d'affiliation très spécifique et super intéressant avec n'importe qui, eh ben, tu peux clairement envoyer ta campagne d'affiliation. Est-ce que tu la faire passer sur une page via ton site? Est-ce que tu l'envoies directement? Ça, c'est ton arrangement avec l'affiliation. Nous, ce qu'on remarque avec l'affiliation, c'est que en général, le trafic direct sans contexte, il va pas forcément bien marcher. Donc, ce qui marche peut-être mieux, c'est de faire une page sur le site entre les deux, et donc là de mettre les liens d'affiliation pardon sur cette page-là. Mais oui, chez nous, il n'y a aucune restriction par rapport à ça. L'éditeur fait exactement ce qu'il veut avec sa base, ouais, clairement. Ok, très bien. Ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, l'affiliation parfois est pas. On a du mal à sortir des canaux classiques, donc je suis toujours très curieux de voir si d'autres sources euh, alternatives d'acquisition de trafic peuvent être monétisées en direct. Donc ouais, c'est intéressant, même faire un peu d'arbitrage, peut-être qu'il y a des tests à faire là-dessus. Intéressant, effectivement. Sur les options de targeting, sur les options à dispo des publishers, on a compris tout à l'heure quand je te demandais si vous aviez des nouveautés là sur les prochains mois, tu as dit non parce qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire de mieux, etc. Ça a du sens. Quelles sont aujourd'hui les options ou les features de votre plateforme pour les publishers? Ouais. Si je peux partager mon écran, comme Vas-y, ça, je volontiers. peux montrer peut-être la plateforme, ce sera encore mieux. Mhm. Alors voilà, là on est sur la page d'accueil qui elle est très axée sur la monétisation. Donc là on peut avoir un suivi donc des impressions qui sont délivrées, les clics, les nouveaux abonnés, les revenus qui sont générés. Pour revenir sur la partie campagne, c'est relativement simple en termes d'options. Donc nous on a donc un campaign planner qui permet donc de choisir euh, le site sur lequel on souhaite envoyer la campagne, de définir son titre, de définir sa description, de mettre son lien. Ça pourrait être un lien d'affiliation ici, comme tu l'as mentionné. Le logo du site et l'image, ça c'est 2 fonctions qui sont optionnelles. Ensuite, si je paramètre cette campagne, je vais avoir 2 options supplémentaires. Une sera le pays,
donc dans lequel je veux délivrer la push. Si par exemple, je sais pas, j'ai un média qui a beaucoup de trafic, un média francophone qui a du trafic moitié en Belgique et moitié en France, je peux envoyer une push en Belgique et une push en France. Et puis ensuite, on a une deuxième fonctionnalité qui permet d'envoyer soit sur mobile, desktop ou tablette. Donc en termes de segmentation, on a vraiment deux choix. Et puis enfin, on peut planifier la campagne pour l'envoyer directement, donc elle part instantanément. Je pense que ça, c'est un des gros avantages qu'on a par rapport à des grosses plateformes comme OneSignal, c'est que nous, les envois partent vraiment directement. Donc on a vraiment quelques secondes avant que la campagne parte et on va aller cibler les derniers utilisateurs qui se sont abonnés en premier. Donc on va pouvoir aller chercher un nombre de clics intéressant dans les premières secondes, dans les premières minutes, ce qui est pertinent pour Google Discover par exemple. Alors, ce qu'on a en plus donc sur la plateforme, c'est un suivi un peu plus précis également sur les revenus. Donc, toutes ces campagnes elles sont générées par Outpush directement. Donc, on peut suivre au quotidien le nombre de clics qui est généré, le CPC net après commission et les gains nets. Euh, et ensuite, on a tout un module donc de facturation qui permet donc à l'éditeur de seulement renseigner une seule fois ses données de facturation, de télécharger la facture. Le paiement est fait automatiquement tous les mois. Et donc voilà, tout est assez simple comme tu peux voir, mais voilà, on est comme on dit, on aime bien être straight to the point et rester simple sur le push. Très clair. J'aimerais. C'est bon pour la présentation? Ouais, très bien. Super, très clair. Et parfois, pour revenir sur ce point-là, moi, quand il y a trop d'options dans les ad tech et les SaaS que j'utilise, je m'y perds. Et parfois, c'est beaucoup plus sympa en tant qu'éditeur. On a déjà beaucoup de choses à gérer. Et quand une solution fait le job et que c'est simple à utiliser, c'est un peu un retour au basique et c'est plutôt agréable. Et je pense que c'est le retour que vous avez également des publishers, comme tu le mentionnais. Euh, Non, non, au début, on avait beaucoup de requêtes sur on va dire des features de segmentation beaucoup plus avancées. Qu'on a commencé à développer, qu'on a testé avec les éditeurs, et puis en fait les résultats étaient pas du tout pertinents, quoi. Les différences entre les taux de clics étaient tellement faibles qu'on s'est dit à quoi bon nous développer toutes ces features et puis ensuite en quelque sorte faire perdre du temps à toute notre communauté d'éditeurs et à essayer de rentrer dans de l'hyper segmentation et pour au final en tirer que très peu, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais un peu des freins côté publisher. Donc en gros, ceux qui viennent chez vous, c'est qu'ils ont eu deux mauvaises expériences. Soit ils payent une solution et puis finalement, ça délivre pas forcément de ce côté-là. Soit ils ont une solution qui a le potentiel d'offrir une monétisation, mais la monétisation, ils sont pas en accord avec les annonceurs qui vont apparaître dans leur push. Est-ce qu'il y a d'autres freins, des choses que les publishers te disent quand tu les contactes et que tu leur dis est-ce que vous souhaitez essayer Outpush? Quel est le premier retour qu'ils ont et quelles sont les choses que tu entends régulièrement? Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont jamais vraiment perçu le potentiel de la notification web push. Beaucoup qui pensent que personne ne s'abonne, que ça va ralentir le site aussi, alors que pas du tout. On va dire l'opt-in est géré comme tu l'as dit avant par le navigateur. Donc toute cette partie-là est gérée principalement par Chrome. Quand la notification va être envoyée, c'est une charge qui est côté navigateur. C'est le navigateur de l'utilisateur qui envoie la push et c'est pas le site. Donc en termes de charge technique et donc impact potentiel sur SEO, c'est absolument nul. Donc il y a quand même quelques barrières à casser, notamment sur la partie technique, et puis ensuite sur le potentiel. Beaucoup d'éditeurs qui nous disent mais je crois pas que on peut collecter autant d'abonnés ou envoyer autant de push et avoir autant de clics. Et donc il y a un gros travail d'éducation à ce niveau-là, mais c'est de plus en plus facile. Quand on a commencé à 4 ans, c'était vraiment mystérieux comme concept. Mhm. Aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu. C'est très rare les éditeurs qui nous disent j'ai jamais entendu parler des push. Et donc parfois on est simplement chanceux. On a des éditeurs qui disent ah ben j'y songeais pour cette année, et puis on arrive au bon moment et on démarre, quoi. Et est-ce qu'il y a des stats justement sur le pourcentage d'internautes qui acceptent les pushs? Ouais, carrément. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais repartager mon écran de Très nouveau parce bien. que là, au moins,
comparer les pays justement. Donc c'est une très bonne question parce que ça dépend fortement des pays. Hmm. Donc sur la slide ici, on peut voir que par exemple le taux d'opt-in en Australie est très faible par rapport à celui qu'on peut retrouver euh, en France ou Israël. Donc Mhm. il y a des grosses différences, des grosses différences qui sont quand même pertinentes en push. Et puis également aussi des grosses différences de clics, donc d'engagement. Donc on voit par exemple que l'Australie c'est un très mauvais pays parce que ben, le CTR sur la push est faible, l'opt-in est faible, alors que on pourrait penser que l'Allemagne, le taux d'opt-in il est relativement faible, il est plutôt dans la moyenne basse, mais par contre le CTR est très élevé. Donc ça rend le pays très intéressant pour l'éditeur. Ah, c'est intéressant. J'invite les auditeurs qui écoutent peut-être le podcast à regarder la vidéo sur YouTube parce qu'on voit également que tu as une colonne cash avec le potentiel de monétisation, j'imagine, enfin le potentiel global des push. C'est Comment ça. tu l'expliques cette différence d'opt-in j'imagine que c'est pas forcément culturel. C'est peut-être les navigateurs. Non, enfin, même Chrome, je veux dire, ils ont le monopole quand même dans la plupart des pays. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer une telle différence? Parce que là, on voit Israël opt-in 7%, Australie 2%, donc énorme différence. France 5%. Sur le CTR, bon, je vais pas tous les faire, encore une fois, regardez la vidéo sur YouTube, mais comment, est-ce que tu as des explications à ça? Ouais, complètement. Je pense que l'explication principale vient du d'Android mobile, clairement. Quand on pense à des pays comme, bon, là c'est pas repris sur le tableau, mais la Colombie ou le Pérou, où il y a très peu d'iPhone, où les sites médias sont principalement suivis sur des sites, sur des Android mobiles. En Colombie, ça marchait, c'est très différent de la France où en France, bon, il y a beaucoup de personnes qui ont à la fois leur ordinateur portable, leur ordinateur et leur portable, Ouais. leur device mobile, et donc ils consomment l'information sur ces deux types de device, alors qu'en Colombie, au Pérou, on fait tout sur son mobile et il y a presque pas d'iPhone, donc c'est de l'Android mobile. Et sur Android mobile, le taux d'abonnement est beaucoup plus élevé que par exemple sur du desktop. Et donc ça explique une différence assez significative. Je pense que l'Allemagne, ça vient de là aussi, parce qu'en Allemagne, il y a encore beaucoup d'Android par rapport à iPhone, plus que dans d'autres pays. Et donc ça joue beaucoup, ouais. Question qui peut est peut-être un peu bête, mais si je m'abonne, pardon, je suis sur mon laptop, je m'abonne à cuisine.com aux notifications. Je vais recevoir les notifications que sur mon laptop ou également quand je transfère et que je vais sur mon Android, je vais recevoir les notifications du même site parce que c'est le même Chrome en fait, c'est le même profil Chrome. Ouais, non, ça sera que sur ton laptop, ouais, que sur le desktop. D'accord. Ok. Ça dépend vraiment du user agent qui lui peut être un Android mobile ou alors un Chrome desktop. Donc ça va vraiment, tu vas pas recevoir la notification plusieurs fois. Mhm. Ok. Sauf si tu t'es abonné deux fois avec tes deux Ouais. différents devices, quoi. Ok. Très clair. En ce qui concerne la monétisation, j'ai une autre question. Souvent, quand on pense à ajouter une nouvelle source de monétisation, euh, le frein, ça va être est-ce que ce revenu va être complémentaire ou est-ce Mhm. que ça va cannibaliser mes revenus existants? Là, sur le push, typiquement, ça peut pas cannibaliser la monétisation que j'ai en display ou en affiliation sur mon site, vu que c'est hors site en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que je rate ou est-ce que c'est C'est ça. Non, non, tu as ouais. complètement raison. Je pense que ça a d'ailleurs plutôt un impact positif sur la monétisation du site au global. Si on prend l'exemple d'un site qui fait de l'affiliation et qui envoie ses propres campagnes push qui redirigent donc vers le site, il va à la fois avoir plus de clics vers son site. Donc, si un éditeur n'utilisait pas de notification push avant et que 6 mois plus tard, il a collecté une belle base d'abonnés et qui génère 1000 clics par campagne et qu'il envoie une campagne par jour, ça lui fait quand même 30 000 visites en plus par mois sur le site. Et comme on l'a dit avant, dans l'affiliation, il n'y a pas forcément d'avoir beaucoup de visites pour Hmm. générer des gros gains. Ce sera vraiment pertinent pour lui, en plus du gain publicitaire, d'avoir plus de visites sur le site. Et donc, ça va impacter à la hausse ses revenus publicitaires. Ouais.
Très cool. Je te propose qu'on passe à la section internationale. Tu as rapidement mentionné différents pays. Je crois que tu voulais faire un focus sur le marché colombien. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce choix? Ouais, ouais, complètement. Donc nous, on a vraiment commencé avec la France. Donc c'était moi au début qui était en charge des ventes. Je suis belge, donc je parle français. Donc la France, pour moi, c'était un pays, on va dire facile, un grand pays avec beaucoup d'éditeurs, un marché quand même conséquent. Et donc la première année, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Mais j'ai eu la chance de pouvoir étudier aussi à l'étranger, de vivre dans un autre pays. Et donc, naturellement, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter d'autres langues, d'autres pays. Donc, très rapidement, 4, 5 mois à peine après le début, j'ai lancé des campagnes mail dans beaucoup de pays. Et en fait, j'ai eu tellement de réponses que je me suis dit, OK, go, lance tous les pays. Donc, à un moment, je me suis bloqué tout un week-end et j'ai fait, je pense, j'ai dû faire 60 pays différents sur 10 langues. Et j'ai vraiment, je me suis dit, OK, les prochaines semaines, tu vas vraiment faire un comparatif de qui répond le plus dans quel pays, les conversions, les gains, etc. Et ça a été vraiment super, super intéressant dès le début parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses. Euh, qu'on pensait vouloir développer plus tard, comme par exemple se dire, OK, il faut absolument qu'on aille aux États-Unis, dans des conférences, rencontrer des éditeurs, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que le marché est tellement différent, c'est tellement une culture différente qui, en fait, ils ont vraiment du mal à faire confiance à des techs et à des sociétés européennes, notamment françaises. C'est pas facile du tout de vendre aux États-Unis, surtout sur du produit très niche où il y a déjà une concurrence américaine qui est établie, comme OneSignal, qui est le leader mondial, qui est californien. Et par contre, on s'est vraiment rendu compte de choses intéressantes comme en Colombie où le marché est désert, quoi. Là, il y a personne. En monétisation, il y a personne. Il y a personne qui prospecte. Tout le monde s'en fout. Alors que c'est un marché qui est gigantesque. On a des médias. On a signé nos plus gros médias en Colombie simplement parce qu'ils avaient jamais reçu d'email avant pour leur parler de la push, quoi. Et donc tous ces insights de cette approche internationale au début, elle a payé très vite et très tôt dans la création de l'entreprise. Et ça, je pense, ça nous a bien boosté parce qu'on s'est dit, ben, à la fois, OK, on n'a pas qu'un produit qu'on peut vendre en France, on peut le vendre partout. Et ce qui explique aujourd'hui que notre équipe commerciale, il n'y a pas un Français, quoi. On est, on a un Italien, on a une personne qui s'occupe du Brésil et du Portugal, on a 2 personnes qui s'occupent de l'Amérique latine, une personne qui s'occupe des marchés anglophones et de l'Allemagne. Donc on s'est vraiment dit, bon, moi je vais me charger de la France et des pays francophones, je dois recruter pour le reste, parce qu'il y a tellement de potentiel aussi ailleurs que go. Et pour conclure sur la Colombie, ce qui a été très intéressant, c'est là où on s'est vraiment rendu compte de l'importance de l'opt-in, de se dire, mais en fait, c'est dingue. Je pense que quand on a commencé en Colombie, on avait des sites avec des taux d'opt-in à 15%. Même si on avait des CPC, tu vois, à 1 centime par rapport à 6 ou à 7 bruts sur la France, on s'est dit, en fait, ça change rien. Parce que si tu as un taux d'opt-in à 15% versus 3 ou 4 et ton CTR est le double, ton site colombien va rapporter plus que le site français. Alors ça, c'est des choses qui étaient très évidentes il y a 2 ans. Maintenant, beaucoup moins. Les marchés latinos ont beaucoup, beaucoup diminué en termes de gains publicitaires, malheureusement. Mais oui, ça reste intéressant en tout cas comme démarche, de se dire, OK, ça marche bien en France. Est-ce que ça va marcher autant ailleurs? Et puis parfois, on se rend compte que ça marche encore mieux. Mais comment tu expliques ça que les ad tech enfin, ouais, délaissent toute l'Amérique latine ou des marchés à potentiel parce que pour eux, ils sont trop gros et ils se disent ça vaut pas la peine? Ou c'est juste Je une, pense une que ça va anomalie? aussi des structures de comment les sociétés à tech sont structurées. Aujourd'hui, je pense c'est assez rare d'avoir des cas comme nous où on est 8 personnes dans une ad tech. Quand on en parle et qu'on rencontre des partenaires, ils nous disent, mais vous êtes quoi? Vous êtes 50, vous êtes 100? Mais non, non, il y a 2 ans, quand on était 3, on était 3, quoi. Mais parfois, je mentais, tu vois, dans les conférences, non, non, on est une quinzaine, et je mentionnais les stagiaires ou les freelances qui travaillaient avec nous, mais on n'avait pas d'employés, quoi. Et donc, il y a tellement de gros investissements qui sont faits
dès le début. Il y a tellement, il y a eu cette mode de lever des millions, qui était quand même relativement beaucoup plus facile il y a 3 4 ans qu'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de la tech qui sont restés coincés là-dedans, dans ce modèle où il faut, pour pouvoir rentrer sur le marché de la tech, tu dois lever des millions, tu dois engager les meilleurs ingénieurs qui sortent de Google ou d'autres tech, et il n'y a pas d'autre choix. Et donc, ça, je pense que ça force les ad tech à aller opérer dans des pays où le volume moyen qui va être généré par l'éditeur est élevé. Et donc, principalement aux États-Unis. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Et donc, tu peux pas te dire, je vais aller attaquer le marché en masse en Amérique latine parce que le gain par éditeur est trop faible. Hmm. Et donc, t'es obligé en quelque sorte d'aller te battre avec tous les gros players aux États-Unis et te faire une place là. Sinon, t'as pas le temps d'y arriver, quoi. Très clair. C'est vrai que c'est toujours un peu la question, même en tant qu'éditeur, quand on voit des stats sur l'Amérique latine ou même sur le Brésil, marché que j'ai lancé rapidement, enfin rapidement, j'ai lancé il y a quelques années un média sur le marché brésilien. Le trafic est hallucinant. Par contre, niveau monétisation, c'est vrai que quand tu viens de la France ou de l'Europe, tu te dis bon. Ça fait un peu mal quand même, mais c'est compensé par le volume. Et donc c'est toujours un arbitrage à faire. Maintenant, toi, tu as l'air de dire que les opportunités sont quand même en dehors du marché européen, où il y a des marchés européens qui sont, selon toi, où il y a encore un boulevard, comme on dit, ou des opportunités. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller là pour un éditeur qui potentiellement a dans son ADN un peu de la volonté d'aller à l'international et se dit bon bah tiens la push pourquoi pas en complément. Qu'est-ce que Ouais, tu pourrais recommander? clairement. Il y en a beaucoup qui démarrent en France, en effet, qui ont déjà un peu craqué le game en France, qui ont des sites qui tournent assez bien, et qui ensuite vont sur des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Amérique latine, où il y a quand même une certaine, langue latine, donc c'est quand même assez facile de traduire, de comprendre. On est sur des cultures assez similaires. Mais là où on voit les éditeurs qui cartonnent le plus, c'est ceux qui arrivent à se lancer sur des marchés comme l'Allemagne, où on est sur une culture complètement différente, une langue complètement différente, mais par contre sur des gains publicitaires qui sont gigantesques. Hmm. Nous, c'est notre plus gros marché. C'est vraiment le marché qui rapporte le plus. On n'a même pas cette limite de 50 000 visites par mois en Allemagne. On fait rentrer n'importe qui parce que les niveaux de monétisation sont beaucoup plus élevés. Et, euh, et en fait, sur la push, c'est un marché qui est assez vierge. En fait, surtout, hein, même sur les ads tech, il y a très peu d'éditeurs allemands qui utilisent par exemple que AdSense. Alors qu'en France, un peu moins cette année, mais il y a quand même jusqu'à assez récemment beaucoup d'éditeurs qui faisaient que de l'AdSense. Alors qu'en Allemagne, ça fait vraiment un moment qu'en fait, on voit depuis le début qu'il y a beaucoup d'agences locales qui, elles, signent des deals en direct, qui ont certes des connexions avec quelques SSP comme Criteo, etc., mais et qui travaillent avec des éditeurs directement. Donc c'est encore un marché qui est énorme, qui est fort fragmenté, fatalement parce qu'il y a la présence de ces agences qui gèrent un peu la monétisation des éditeurs. Donc il faut rentrer dans le milieu, on va dire. Mais en tant qu'éditeur, craquer un site en Allemagne qui fait un demi-million ou 1 million de visites par mois, c'est une pure mine d'or, quoi. Hmm. Clairement. C'est marrant que tu mentionnes l'Allemagne parce que j'ai enregistré un podcast avec des experts de Google Discover et ils avaient le même feedback en fait. Grosses opportunités en Allemagne. Est-ce que toi tu as vu des médias français se lancer avec succès sur ce marché qui est un marché quand même particulier? Il faut maîtriser la langue, c'est peut-être d'autres spécificités également. Est-ce que tu as des exemples? J'en ai vu quelques-uns qui n'ont pas forcément réussi à garder les niveaux de trafic espérés sur le long terme. Je pense que c'est quand même important il y a tous, on peut faire beaucoup avec la traduction, l'IA, etc. Mhm. Mais pour rester longtemps sur le marché allemand, ça suffira probablement pas. Ouais. Ce que j'ai vu qui marchait assez bien, c'est ceux qui avaient, ça n'a rien à voir avec la push, mais ceux qui ont aussi réussi à créer des audiences sur les réseaux sociaux et qui peuvent continuer à alimenter leur site avec ce trafic quand ils prennent un coup sur Discover ou dans le SEO, ça marche assez bien.
Il y a des groupes Facebook qui sont très très gros, notamment tout ce qui est blagues, célébrités, etc. Et ensuite, aller rechercher du trafic dans ces groupes, c'est super intéressant. Mais pour être franc, les sites en Allemagne qui marchent le mieux, c'est vraiment les sites tout pourris, les portails qui sont là depuis 15, 20 ans. Je pense qu'il y a une notion de notoriété en Allemagne qui est encore plus importante que ailleurs. Pour Google, peut-être que les utilisateurs voient ça comme un signe de qualité, que le site est vieux, tu vois, comme le checkout Amazon tout pourri, où il y a quand même des milliards de personnes qui achètent. Donc peut-être que ça joue. Euh, mais oui, oui, il y a des cas de succès en Allemagne et souvent ça fait plaisir à voir. Ouais. Ok, très bien. Donc l'Allemagne, marché à considérer. Est-ce que tu as d'autres conseils pour des éditeurs qui souhaitent se lancer sur la push, peut-être à d'autres marchés? On n'a pas mentionné l'Asie. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que c'est un marché qui fait de la push? On sait que c'est très différent culturellement et également au niveau peut-être des devices. Peut-être le marché, tout ce qui est MENA également. Qu'est-ce que vous voyez sur ces marchés-là? Si on va à l'Est. C'est vrai que les éditeurs avec qui on travaille, qui sont pour la plupart basés en France ou en Europe du Sud, Allemagne et Latam, il y en a très peu qui se lancent en Asie. Parce que là, il y a vraiment une barrière culturelle et de langue qui est vraiment très grande. Donc c'est encore plus compliqué. Et il y a des gains, les gains ne sont pas forcément élevés, donc il faut aller chercher du volume, du gros volume. On peut pas espérer la même chose d'un site à 1 million de sessions par mois en France et 1 million de sessions par mois en Indonésie. C'est deux mondes complètement différents. Donc ce que nous on voit surtout en Asie, c'est que ceux qui ont des très très gros volumes, c'est des médias bien établis. Et donc c'est pas forcément dans notre stratégie d'aller prendre l'avion pour Jakarta ou Delhi et parler avec un groupe média qui est à moitié détenu par l'État et l'autre par un fonds de private equity où il va falloir 3 ans pour décider quel acteur push Mhm. avec qui ils vont travailler. Donc c'est vrai que c'est un marché que nous on n'a jamais creusé. Ok, intéressant. Super intéressant. On a rapidement mentionné Google Discover. Je crois que tu t'y connais également pas mal sur ce sujet. Quelle est la relation entre push et Google Discover? Les push notifications et Google Discover? Ouais, euh, la relation est quand même assez directe, je pense, dans le sens où Google Discover, bon, Google de manière générale va interpréter les signaux externes et aller chercher 1000 clics sur son article 5 minutes après la publication, c'est un gros signal externe il y a un appétit pour le contenu que potentiellement Google a pas été cherché. Après, ça reste une règle assez simple, mais moi je me limite à ça parce que moi je fais de la push, je suis pas éditeur de site, j'y connais, pour être franc, pas grand-chose. Mais oui, on a vu des éditeurs qui ont utilisé la push correctement, qui ont déclenché des articles sur Google Discover grâce au trafic push notamment. Les règles changent constamment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une notion de qualité, d'autorité qui est pas à négliger. Aller chercher un domaine et aller envoyer du trafic Discover dans plusieurs pays avec plusieurs millions de sessions par jour, c'est plus à la portée de tout le monde. Il y a encore quelques magiciens qui arrivent, mais c'est plus le boulevard qu'il y avait il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc oui, la push c'est pertinent comme d'autres leviers pour Discover, d'autant plus que c'est une démarche que Chrome applique aussi. Chrome envoie des notifications pour des articles qui semblent être pertinents pour l'utilisateur, donc ils comprennent quand même que eux aussi bah, c'est pertinent pour eux et de manière générale tout ce qui force l'utilisateur à rester dans l'environnement. Je mentionne Chrome, hein, mais bon, il y en a d'autres, mais ça Mm. représente 90% du marché. Tout ce qui pousse l'utilisateur à rester dans l'environnement de Chrome, et donc AdSense, est pertinent pour Google. Ils vont jamais dire non, on arrête les push. Les push, c'est une source de trafic tellement énorme pour eux que continuer à l'utiliser, mais utilisez-la bien. Parce qu'ils sont de plus en plus compliqués sur qui va s'abonner, comment est-ce qu'ils vont désabonner. Donc il faut vraiment sortir de cette notion de vouloir tout automatiser et faire du volume. Il faut l'utiliser comme un outil puissant et qui a sa sensibilité qui va avec, quoi. Très bien, très clair. Donc en fait, c'est un signal que tu envoies pour maximiser tes chances, entre guillemets, pour te donner un peu plus de chances
d'apparaître sur Discover, en gros. Voilà. Comme par exemple une page d'un site qui reçoit d'un coup 10 000 clics d'un énorme groupe Facebook, ben, Mm. c'est un signal externe que l'article est pertinent et qu'il est consommé, qu'il est partagé, et donc ouais, parmi d'autres choses évidemment, c'est pas le seul élément qui fait que le site et l'article va se retrouver sur Discover, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que tous les soirs quand je vais au lit, je passe 10-15 minutes sur Disco et pour le moment, je remarque deux trois sites qui sont clients chez nous, donc je me dis Ok, bon, ça doit marcher quand même. très cool. Est-ce que tu as des éditeurs justement qui viennent vers toi juste dans l'espoir de booster leur trafic Discover en se disant bah tiens je mets une chance de plus de mon côté? Il y en a. Je pense que le problème en France, c'est que le milieu SEO est très pointu, ce qui est Mhm. pas, ça c'est pas le problème. C'est d'ailleurs très bien. C'est un des milieux les plus pointus au monde. Je vois très peu de communautés aussi actives, aussi qui partagent autant. Mais quand on arrive sur le sujet du discover et de sujets où on peut gagner beaucoup d'argent en peu de temps, là, je trouve que c'est un milieu qui reste encore trop fermé et parfois l'éditeur nous dit pas forcément bah voilà moi je suis là que pour aller chercher du trafic sur mon site ou je suis là sur la monétisation. Parfois on a tendance à pas comprendre exactement ce qu'il veut mais ça c'est pas grave, ça c'est je pense une question de mentalité, mais je pense que tout le monde a à y gagner, à partager potentiellement plus là-dessus. Il y a beaucoup de formations qui sont vendues, il y a beaucoup de tips payants, etc. Moi, je suis pas du tout fan de ça. Ça, c'est vraiment mon avis perso, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Donc voilà. En tout cas, c'est sûr que le game est moins facile qu'il y a un an ou deux. Donc ces tips et ces informations ont plus de valeur Mm. qu'avant. Mais mais voilà, il faut rester les pieds sur terre et quand même continuer à partager quoi. Très clair, très clair. Avant de passer aux questions de fin, j'aimerais t'interroger un peu sur le milieu de la tech. Toi, tu es en plein dedans. Tu as dit que t'es pas un spécialiste des médias en tant que tel. Tu n'es pas éditeur, tu es vraiment focus sur la tech. Et je reçois de plus en plus de solutions logicielles de SaaS pour les éditeurs. Et c'est vraiment un milieu passionnant, mais c'est aussi un milieu qui peut parfois faire un peu peur, qui est un peu technique. On se dit bon bah faut du dev, faut du biz dev. Comme tu mentionnais, il y a eu toute l'époque où fallait lever des fonds, etc. Est-ce que toi tu vois des opportunités dans la tech à destination donc plutôt des publishers ou même des affiliés, des choses à faire, des choses à inventer, peut-être des failles de marché, des frustrations que les éditeurs ont qui pourraient potentiellement être gérées avec de la tech ou des solutions. Quelle est ta vision de ce marché? Ouais, totalement. Je pense que quand on parle de tech, le premier mot qui vient en tête, c'est transparence. Il y a clairement un énorme manque de transparence sur le marché qui vient principalement de Google. Bon, ils ont changé leurs règles là récemment sur les rémunérations, etc., qui aident un peu quand même sur la transparence. Mais de manière générale, c'est un milieu qui est quand même assez opaque, qui est dur à comparer. C'est difficile de comparer des acteurs ad tech parce qu'il y a les solutions qui sont développées par Google sont quand même des solutions qui sont dominantes. Aux États-Unis, ils parlent quand même de vouloir diviser le business de Google, de vraiment de diminuer leur impact et leur dominance sur le monde de la tech. Ce qui, je sais pas si c'est une bonne chose. Pour être franc, j'ai pas d'opinion là-dessus. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont à gagner en étant transparents et qui ont beaucoup à gagner surtout à développer des vraies relations avec les éditeurs et leurs clients. Il y a beaucoup d'adtech qui, bon, tu t'inscris, tu mets ton site, tu whitelist, t'as tes tags, t'as ton reporting, mais bon, si demain t'as une baisse ou il se passe quelque chose, t'es tout seul, quoi. Hmm. Et ça, je pense, que c'est pas bien et c'est quelque chose qui a été créé par ce que je viens de dire, par toutes ces levées, par ces adtech qui sont, c'est très rare de tomber sur des adtech qui font entre 5 et 15 millions de chiffre d'affaires par Hmm. an. Il y en a pas beaucoup. On est beaucoup sur des entreprises qui font vite 50, 100 millions. On est sur des mastodontes qui ont pas forcément les ressources ni l'envie de parler avec les éditeurs un par un, qui disent OK, nous on travaille qu'avec des gros groupes médias. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher sur un peu comme ce qu'on fait sur l'agrégation de petits et petits et moyens médias.
donc jusqu'à 5 millions de visites mensuelles, et vraiment leur offrir des solutions qui sont plus pertinentes, avec plus de contact humain, avec plus de transparence, parce qu'en fait, ça représente 90% des éditeurs. Les énormes sites, mais les plus gros sites avec le plus haut trafic, qui sont gérés par des groupes médias et qui parfois elles développent leurs solutions elles-mêmes, qui parfois elles ont leur contact chez Google que le petit moi éditeur il pourra pas avoir. Donc il y a beaucoup à développer sur la transparence et la proximité avec l'éditeur, et je pense d'essayer de diminuer au maximum la dépendance par exemple juste à AdSense. Mm. Tu vois, nous, quand on nous dit c'est cool, maintenant AdPush ça représente 20-25% de mes revenus publicitaires, bah ça fait plaisir. Ça veut dire que bon, si demain tu te fais bannir d'AdSense, si ton site il tombe, t'as quand même encore une source de revenus qui est là. Donc il y a probablement encore des placements publicitaires à les développer, qui sont pas forcément des bannières, hein. Ça peut être quelque chose de malin sur la vidéo, sur d'autres choses. Euh, et de toute façon, pour n'importe qui veut développer ça sans aller lever des fonds par plusieurs dizaines ou centaines de millions, chose qui aujourd'hui est presque impossible, focalisez-vous sur les petits et les moins éditeurs. Vous aurez un contact direct avec eux, et pour créer une société, c'est quand même important d'avoir du feedback au début. En parlant de levée de fonds, vous l'aviez considéré? Tu t'as dit que vous avez lancé, vous êtes bootstrappé, etc. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, tiens, quand même, ça serait quand même pas mal au bout d'un moment de pouvoir accélérer en levant des fonds, ou finalement vous l'avez écarté dès le début et... Non, non, on l'a écarté dès le début parce qu'on a commencé petit à petit. Au début, on avait les premiers éditeurs avec qui je travaillais, ils n'avaient pas de dashboard. Donc moi, je leur envoyais un CSV chaque semaine avec les résultats, et il y avait rien, quoi. Donc au niveau Hmm. produit, c'était le strict minimum. Au niveau annonceur, on parlait de un ou deux SSP connectés, vraiment pas grand-chose, de quoi prouver le marché. Et puis une fois qu'on a commencé à avoir l'attraction, on a réinvesti beaucoup dans le produit, dans le développement. Mais non, on n'a jamais songé au lever de fonds, parce qu'on est aussi des gars assez pieds sur terre. On vient pas de milieu où nos parents sont nés avec des châteaux, avec des comptes en banque bien remplis, etc. On a quand même on sait ce que, on a une certaine valeur. On, on apprécie ce qu'on gagne, Mhm. et ça fait plaisir, quoi, de se dire voilà, t'as créé ta société, c'est rentable, tu peux engager des personnes, et ça nous fait vraiment énormément plaisir. On n'est pas dans ce délire où pour notre ego, on doit avoir levé 10 millions et faire 15 millions de CA après la première année. C'est pas du tout ce qu'on est, quoi. Et Mhm. donc pour ça, on va dire qu'on était les bons profils pour bootstrapper. Par contre, je pense qu'on n'est pas forcément les bons profils pour amener la boîte à 50 millions par an ou voire plus. Ça, je pense que sur Outpush, tout seul, nous, on n'y arriverait jamais. Donc, ce qu'on est plutôt aujourd'hui ouvert à comme type de discussion, c'est potentiellement une fusion stratégique avec un acteur qui est soit dans le même, qui est dans la tech ou qui est dans les médias, qui aime la solution et qui a vraiment un rapprochement qui fait du sens, tu vois, ou par exemple, on peut se dire, voilà, en mettant nos forces ensemble, c'est pas du x2 qu'on va faire, mais c'est du x10. Ce genre de rapprochement-là peut nous intéresser. Mais sinon, on préfère rester indépendant et pas lever, clairement. Bah, écoute, transition parfaite pour les questions de fin, puisque la dernière question de mes questions de fin, on va commencer par celle-ci. C'est est-ce que tu recherches des contacts, des partenaires ou même est-ce que vous avez des recrutements en cours chez Outpush? Là, tu viens de parler éventuellement d'un rapprochement stratégique pour le développement. Donc, on a compris encore une fois que tu veux éventuellement, avec tes associés, te rapprocher d'une autre adtech ou d'un autre groupe qui permette de pousser le concept encore plus loin. Tu penses à quel type de boîte, sans donner des noms, mais peut-être pour orienter notre audience avant qu'ils te contactent? Ouais, ouais. Euh, les conversations qui nous ont fortement intéressés, c'était principalement des petits, moyens groupes médias avec des sites thématiques. On a discuté avec quelques groupes en Allemagne qui, eux, par exemple, avaient un réseau d'une cinquantaine de sites, et Mm. qui, eux, étaient très intéressés de rentrer dans la tech pour des raisons de diversification, pour ne pas simplement juste dépendre des revenus de l'édition. Et en fait, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était que ben, nous, on avait déjà prouvé que le marché allemand était très fort, avec haut potentiel. Et donc, on s'est dit, OK, pourquoi pas. Mais comme dans tout match, c'est toujours compliqué. Je pense qu'il y a une conversation sur 50 qui aboutit à un deal.
Et donc, mais par contre, ce type de profil nous a beaucoup intéressé parce que, en fait, du jour au lendemain, on se retrouve avec des partenaires allemands qui connaissent le marché, qui parlent la langue, qui vont pouvoir aller nous chercher plus d'éditeurs en Allemagne. Et d'un autre côté, nous, on leur apporte une solution à tech qu'ils peuvent plugger sur leur site et ils peuvent commencer à monétiser directement sur le marché qui marche le mieux euh, en push au monde. Et donc là, on s'est dit génial. Mais ça, c'est pas une conversation qui a abouti. Mhm. Il faut, voilà. Mais c'est ce genre de rapprochement qui potentiellement pourrait nous intéresser. Je dis potentiellement parce qu'on valorise beaucoup notre indépendance Ouais. et ce qu'on a acquis. Et ça, je pense il faut pas en tout cas, nous, on veut pas perdre ça, quoi. Très clair, très clair. Et super intéressant, effectivement. J'espère que ça donnera suite, que vous arriverez à trouver un partenariat stratégique ou à rester indépendant et à faire ce que vous faites Voilà. de Tant qu'on manière. reste au Portugal, à Lisbonne, tout Ouais, nous ouais. va. Je pense pas qu'on va déménager à Francfort. Pas encore. Donc, Pas très encore. bien. Mais en plus, le Portugal, c'est notamment Lisbonne. J'ai l'impression que c'est un peu un hub là pour recruter dans le digital. Il y a énormément de profils internationaux qui sont à Lisbonne. Donc, j'imagine que niveau recrutement, c'est plutôt le bon endroit. C'est stratégique pour vous également. Clairement, clairement. Nous, c'était une des raisons principales. Donc, Roré, qui est un des cofondateurs d'Outpush, était déjà basé à Lisbonne. Et quand moi j'ai quitté mon taf à Paris, c'était évident de pas rester à Paris et de venir à Lisbonne. Surtout pour ça, pour la diversité de talents, les langues. Il y a énormément de personnes, fatalement, enfin, pour le marché brésilien, c'est une aubaine, c'est très facile. Mais pour le marché latino-américain également, il y a beaucoup de personnes d'Argentine, du Chili, Pérou, Colombie, et beaucoup de Français, énormément de Français. Mhm. Donc même si tu as comme plan de créer une boîte et il te faut des commerciaux français, ben pourquoi pas mettre un bureau à Lisbonne et engager des commerciaux là, parce que tout le monde est plus content, tout le monde est plus motivé. Ça n'a rien à voir. Les ambiances qu'on voit sont complètement différentes. C'est pas du tout le même rythme qu'à Paris où si tu quittes le bureau avant 18h30, tout le monde te regarde de travers alors que la majorité des gens passent leur journée en pause club, café, 3 heures au resto et donc c'est une attitude complètement différente. Bien qu'il y a des choses qui me manquent beaucoup de la vie à Paris, mais non, Lisbonne c'est top, surtout pour engager des profils techniques et commerciaux, c'est parfait. Bien que Lisbonne est quand même une ville de plus en plus populaire, donc je mets en garde pour ceux qui veulent déménager et venir s'y établir. C'est devenu quand même plus cher, surtout au niveau du logement. Il faut vraiment faire attention à regarder avant, parce que si vous n'êtes pas prêt à vivre dans un deux pièces pour moins de 1500 euros par mois, il faudra Ouais. considérer le move parce que c'est devenu très cher. Ouais. Ouais, c'est devenu très cher et les locaux commencent à être un peu, enfin même beaucoup impactés par ça. Et ça commence à l'insatisfaction monte, mais bon, on n'est pas là pour parler politique et social et logement, mais en tout cas, ouais, Lisbonne, c'est pas la première fois que j'entends des publishers ou des gens dans le domaine de l'édition ou des ad tech qui s'y basent parce que c'est vraiment ouais, c'est un bon mix de tout ce que tu viens de décrire pour lancer et notamment pour bootstrapper. Je pense que c'est un bon endroit. Ouais. Très cool. Clairement, Donc on clairement. va réellement passer aux questions de fin. C'était encore 5 minutes. Bien sûr. C'est bon pour toi? Ok, super. Est-ce qu'il y a un outil ou un service que tu rêves d'avoir pour ton boulot, pour ton équipe, mais qui n'existe pas encore? Si quelqu'un cherche justement à développer des outils dans le domaine de la tech ou dans ton domaine. Il y a beaucoup de choses, je pense. Il y a encore beaucoup à créer. Je pense il y a encore quelque chose qui va pas. Donc nous, on travaille avec la suite Google, donc on est beaucoup fatalement sur le Drive quand on produit des sheets, des présentations, des documents. Et je pense que chacun a un peu sa manière de s'organiser. Et donc, je pense qu'il manque euh, une espèce de couche qui ressemble un peu à un Notion, où à la fois tu peux avoir une page où tu peux écrire un peu ce que tu veux, tu peux créer des liens, tu peux insérer des tableaux, mais sans passer par Notion. Parce qu'en fait, le Notion, j'adore, hein, mais t'es bloqué dans leur écosystème, t'es vraiment bloqué Mhm. dans leur environnement
Et je trouve qu'il faudrait créer quelque chose qui permette en fait de directement de connecter, tu vois, j'en sais rien, son Drive. Tu te connectes avec ton Gmail. Peut-être que l'outil existe et que je le connais pas, mais je serais ravi de le découvrir. Et qu'en fait, d'un coup, tu as ton Notion qui se crée où t'as rien à faire, tu vois, où t'es là, t'as tout ton drive qui est organisé, t'as tous tes fichiers pertinents, t'as tes rappels qui sont connectés, t'as tout tes... Et en fait, c'est ça que j'aime pas du tout avec la partie de Notion, c'est que tu dois tout créer toi-même comme un Lego, tu vois. T'es là en train de te dire, bon, ok, je télécharge un template, mais bon, je vais quand même le modifier. En fait, j'aimerais tellement que tu connectes à la limite ta boîte mail, ton drive. En gros, tu te connectes sur ton compte Google et tu as ton Notion sur mesure qui est là avec tout ce qu'il faut, quoi, avec ton outil de project management, avec tes liens, avec tes documents partagés avec l'équipe. Donc ça, je pense que ce serait très canon à avoir. Ouais. Très cool. Je te rejoins sur Notion, c'est un peu ce qui fait la beauté de la solution et un peu sa faiblesse, sa force, c'est que effectivement tu dois tout assembler toi-même et ça peut vite devenir très chronophage et très compliqué, quoi. Ouais. Exact. Très cool. Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus en ce moment dans le domaine de la tech ou de l'édition digitale, dans le domaine des médias? Sans rentrer dans les détails, je pense que l'annonce que Google a faite récemment sur les cookies tiers, le fait qu'ils ont fait un peu, ils ont dit voilà, ils avaient prévu déjà l'année dernière, puis cette année de progressivement couper les cookies tiers et donc en fait que tout le monde passe sur des solutions de first party, ID, etc. Je pense qu'on est arrivé à un tournant où il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits en ce sens, mais qu'en réalité encore peu d'éditeurs dépendent vraiment beaucoup de ces revenus. Donc je prends l'exemple de Criteo qui est quand même un des pionniers sur le retargeting qui va devoir se réinventer probablement dans les prochaines années. Mais là, ce que je trouve fascinant, c'est qu'encore une fois, Google a semé cette confusion, qui est vraiment Google, qui est le roi de la non-transparence, qui domine encore le marché. Et je trouve que ça va être assez fascinant de voir comment les choses vont évoluer dans les 5-10 prochaines années, de voir à quel point Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'on se retrouve sur un marché où il y a une grosse concentration d'informations qui est publiée par les plus gros médias et qu'en fait on revienne un peu sur le modèle d'il y a 30, 40, 50 ans où on consommait uniquement quelques médias. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, la force des 20 dernières années dans l'édition et le web, c'est qu'on a eu accès à tout d'un coup, on n'était pas forcément obligé de consommer de l'information que sur le monde. On peut consommer de l'information de plein de types d'éditeurs différents. Et ça, à la fois, ça va être bouleversé avec l'IA et avec le marché pub qui est difficile, on va pas se le cacher, c'est pas la même chose il y a 3-4 ans. Et en fait, toutes les nouveautés que Google va apporter par rapport à ça, ça va apporter beaucoup de changements sur la manière de consommer de l'information. Ça me fascine quand même beaucoup parce qu'on passe on consomme de l'information sur un site et puis ensuite on va sur Discover, on consomme de l'information sur une quinzaine de sites, puis après on parle avec de l'IA qui lui en fait nous répond de l'information, mais qui nous donne pas forcément toutes les sources, bien que maintenant, ils commencent à inclure de plus en plus les sources presse sur lesquelles ils se basent. Mais voilà, comment est-ce qu'on va, quels vont être les supports de consommation d'informations et j'espère vraiment que les réseaux sociaux vont pas dominer ça, parce que ça fait quand même, je parlais de ça avec ma maman il y a pas très longtemps, c'est pas beau à voir, quoi. Quand on voit un peu l'information qui est consommée via les réseaux sociaux, on est entouré de tellement de types de formats d'informations différents, divertissants et à la fois informatifs. Et c'est compliqué, quoi. Je pense que pour, pour le bien de l'humanité dans le futur, je pense il va être intéressant pour Google, en tout cas, de redéfinir ça. Et je suis curieux de voir comment ils vont faire. Parce ils ont le pouvoir pour le faire. Mhm. Clairement. La transition parfaite sur la prochaine question. Quel est selon toi le futur des médias digitaux? Peut-être si tu veux te concentrer sur les sujets d'information, comme tu viens de l'évoquer, ou plus global. Je te laisse choisir. Ouais. Je pense que là où ça va être très compliqué, ça va être pour les plus gros médias qui, eux, ont ils ont des équipes, ils ont des bureaux, c'est des mastodontes, il y a beaucoup de legacy, des services techniques à mettre à jour, etc. Donc ils doivent quand même générer encore
énormément de revenus pour y arriver. Et eux ont clairement un dilemme entre continuer à monétiser avec la publicité ou faire payer l'internaute pour chaque ligne qu'il va consommer sur le site. Aujourd'hui, les taux d'abonnement sont tellement faibles que je pense aucun média se dit on va y arriver en ce sens. Donc il y aura une dépendance encore très forte à la publicité, mais ça ouvre quand même la voie à de plus petits médias, à de plus petites entités qui elles sont très nichées et spécialisées sur des thématiques à vraiment percer quoi. Si on part sur des systèmes de monétisation et de publicité qui sont de plus en plus first party en lien avec le contenu de l'article, etc. Il va falloir être niché. Si tu fais de la news sur les accidents de voiture, sur les célébrités, etc., parce que tu as atteint un niveau de notoriété et que tu as été racheté par un groupe média, ça va être compliqué, je pense, quand la pub elle va pas disparaître, mais que ça va diminuer. Donc ça laissera une opportunité à peu près n'importe qui de lancer son média, on le voit déjà, hein. Mais ceux qui gagnent, à mon avis, c'est ceux qui arrivent à fidéliser euh, leur audience via les newsletters, via la push, via des livres, via des conférences, etc. J'ai un ami à Lisbonne qui édite une newsletter de news portugaise en anglais. Donc sa thématique, c'est vraiment les expats au Portugal basés à Lisbonne. Et c'est là, dès que l'email arrive, je consomme l'info direct parce que c'est concis, c'est en anglais, c'est neutre, j'adore quoi, trop bien. Très cool. Dommage que ce soit en anglais. Ah, il est francophone? Il est français? Non, il est Non? australien et Ah, donc ok. lui, sa communauté de lecteurs, c'est tous les Australiens, les Américains, les Anglais qui Ok. sont basés à Lisbonne et qui eux ont du mal à apprendre le portugais, Ouais. vraiment du mal et qui veulent quand même être au courant de ce qui se passe au niveau politique, sport et actualité autour de Lisbonne. Très cool. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Je vais dire Real World Media. Ouais. Je pense que ça m'impressionne, surtout leur parcours en si peu de temps. Ça, je pense, que c'est assez violent quand même comme croissance et comme développement. Euh, ça, je pense, c'est très fort et très impressionnant. Ouais. Très cool. J'ai petit moment promotion. J'ai fait un épisode avec Jérémy Parola de Reward sur l'un de tes premiers podcasts et effectivement, ils sont souvent cités en réponse à cette question, même s'ils ont également des personnes qui sont plus comment dire plus critiques sur le groupe, sur leur méthode, etc. Il y a toujours cette espèce enfin, ce respect au niveau de l'exécution et vraiment de l'opérationnel chez Reward. C'est un peu un bulldozer qui hésite pas, qui va à fond. Là sur un marché média en France qui est plutôt plus prudent, plus attendons de voir un peu ce que les autres vont faire, etc. Et Word, ils y vont, ils testent. Si ça marche, ils y vont encore plus. Et si ça marche pas, ok, ils passent à autre chose. Et c'est vraiment une culture d'entreprise et le faire à un tel niveau. Avec tant de marques médias, je crois qu'ils ont plus de 80 marques médias, avec tant d'employés, ils ont également d'autres services connexes à Reward en tant qu'éditeur de sites, c'est très très impressionnant effectivement. Donc réponse validée. Et quel est le business média que tu rêverais de lancer si demain je sais pas, tu revends au push ou que tu te dis tiens je vais lancer un business média. Est-ce qu'il y a une passion, est-ce qu'il y a ou peut-être même est-ce que tu as d'autres projets sur les médias que tu souhaiterais explorer? Pour l'instant, pas tellement. C'était une des tentations au début d'Outpush, c'était de s'intéresser un petit peu plus au milieu de l'édition de sites. Mais on a très vite compris que c'était quelque chose enfin, Vincent, qui lui est clairement expert dans le milieu, nous a quand même démontré et bien fait comprendre que c'est des dynamiques qui sont totalement différentes de l'AdStech. On était au début du projet, donc on n'a jamais vraiment creusé le sujet. Mais je pense que clairement, ça m'intéresserait de partager plus sur l'entrepreneuriat et principalement sur le sujet du bootstrapping et sur un peu démystifier le concept, tu vois, de l'échec qui, je pense aujourd'hui, l'échec entrepreneurial en Europe, c'est encore tellement mal vu, mal compris. Puis est-ce qu'on parle vraiment d'un échec? Enfin,
toutes ces choses-là, je pense que ça me désole un peu parfois de voir tant d'amis et tant de personnes autour de moi qui sont dans des jobs qu'ils aiment pas et qui restent en fait. Tu vois, ils disent bah ça fait 2 ans que je dis que j'aime pas mon job, je suis pas bien. Quand tu vois tout ce qu'il y a à créer, tout ce qu'il y a à lancer, tous les outils qui sont à disposition aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut vraiment, tu vois, il faut favoriser cette lancée et ne pas dire, ben voilà, t'es sûr que ça va marcher, et si tu te plantes, tu vas faire comment et tout. Donc il y a beaucoup de mentalités à changer. Et donc si je peux m'investir un peu plus en tout cas dans rencontrer ces personnes qui ont des doutes, mais qui ont vraiment une envie de lancer, ça m'intéresserait, ouais, clairement. Très cool. Ça peut se faire sous format newsletter, comme ton ami australien qui parle à la communauté d'expats. Toi, tu pourrais parler effectivement à la communauté des futurs entrepreneurs. Ouais, c'est un beau projet. Clairement. Pour finir, quel est le meilleur moyen pour les éditeurs de te contacter? Le meilleur moyen, c'est de passer par le site, de s'inscrire. En fonction de la langue de l'éditeur, on répond dans la langue avec la personne la mieux placée. Si c'est en français, ce sera moi. Mhm. Et donc avec plaisir, ouais, clairement. Très cool. Je mettrai tous les liens en description du podcast. Antoine, merci beaucoup. C'était très intéressant. Tu vois, j'avais un peu comme l'épisode de Discover, j'avais mes doutes sur les pushs. Et ça fait super plaisir de recevoir un entrepreneur qui s'investit à fond, qui fait les choses bien et qui permet aux éditeurs de booster leur trafic, de booster leur monétisation. Donc très très cool. Et hâte de voir votre développement sur les prochains mois. Merci Renan, c'était très cool aussi, ouais. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao. Salut, ciao.